Voilà. Bah maintenant, on peut passer au sujet de l'Espagne. Alors, Ok. qu'est-ce qui s'est passé? Un sujet terrible. Je pense que ceux qui ont écouté un peu les infos, regardé la télé, ont pas pu y échapper. Il y a eu des inondations absolument terribles en Espagne. Aujourd'hui, là, maintenant, ce soir, le bilan, il est au moins à 200 morts. Mais moi, j'ai un ami espagnol qui vit dans cette région-là, enfin pas dans la région de Valence, mais un peu plus haut, à Albacete, qui me dit qu'il y a des milliers de disparus et que ce sont 2 fleuves qui sont touchés, le fleuve Turia et un canal qui s'appelle la Rambla del Poggio, qui tombe dans la Je Méditerranée. crois que tu m'avais partagé des Alors, c'est une images. vidéo. Il y avait une photo aussi. Alors, il y avait 2 photos. La photo, en fait, c'est juste pour montrer aux gens où ça se situe. Donc, on est dans l'est de l'Espagne, on est à Valencia, Valence. Ouais. Donc, c'est en dessous de Barcelone, c'est au sud de Barcelone. Ok. Et la vidéo, tu me l'avais partagée. Elle est là, c'est bon. Ouais. J'ai la vidéo, j'ai les photos. Super. J'attends que Lazare Ouais. soit attend prêt. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a entre 300 et 500, selon les sources, litres d'eau par mètre carré, pardon. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre 300 et 500. Un mètre carré, je vois ce que un c'est. mètre carré, 500 litres d'eau, à peu près. 500 litres d'eau, ça te monte là, ça te monte à la taille, quoi. Qui sont tombés en 24 heures. Donc, c'est l'équivalent d'une année de pluie qui tombe en 24 heures et qui ont dévasté. Alors, dans une baignoire, il y a 250 litres d'eau. Voilà. Je viens de découvrir ça. C'était pour qu'on se fasse une représentation. Donc, c'est 2 baignoires par mètre carré. Donc, c'est 2 baignoires par mètre carré. Ok. Voilà. Ok, c'est Enfin, cool. c'est entre 1,5 et 2 baignoires par mètre carré qui tombent en 24 heures et qui ont causé des dégâts, mais c'était absolument hallucinant. C'était vraiment des tsunamis de torrents, de boue, qui ont dévasté des villages entiers. Tu m'as partagé ça. Alors voilà, donc ça c'est là où ça se passe. Donc on voit pas marqué Valencia parce que c'est sous les points rouges, mais voilà, ça c'est Valence. Avec Albacete qui est un peu plus au nord, pardon. Et donc ça c'est les endroits qui ont été touchés. Le centre-ville de Valence a été épargné parce qu'il y a un canal qui permet de je vais y arriver, de séparer le cours d'eau. Et donc qui a permis d'épargner le centre de Valence. Mais sinon les villages ont été touchés. Et l'autre photo, si tu peux me la... Attends, ouais, je mettais juste ça. Et l'autre photo c'est... Hop là. Voilà, et en parallèle qu'est-ce de que ça, c'est que ça? Des ovnis chelous. C'est des ovnis. Ces nuages chelous qu'on a vu apparaître la veille de ces inondations en Espagne. Il faut savoir que j'ai été très très touché quand j'ai travaillé ce sujet parce que quand je regardais BFM, etc., au début, je me suis dit, bon, ok, c'est des inondations. En fait, comme j'ai des amis plus ou moins sur place et que j'ai vu vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens, on voyait vraiment des gens partir dans les flots, des voitures, des centaines des milliers de voitures accumulées les unes sur les autres, des cadavres dans l'eau, des gens déchiquetés, jusqu'à 1 mètre debout dans des maisons de retraite. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, des gens qui s'accrochaient à des arbres pour pas. J'étais vraiment touché, et j'étais d'autant plus touché qu'en fait, ces inondations-là, elles sont sans doute d'origine criminelle. Et c'est ce que montre cette vidéo. Donc ça, c'est, je mets quelques petites images d'illustres. Bon, quoique, non, après on va se faire striker. Merde. Ouais, non, tu vas pas striker. Parce que si c'est France Télé. On va regarder la vidéo de ce vidéaste espagnol. Tu m'as partagé. Que j'ai partagé. Tu vas enlever le son et je vais parce que j'ai pris des notes et je vais le commander en français. Donc voilà, c'est ce gars-là. Lui, il est très connu en Espagne. Il s'est beaucoup mouillé pendant le Covid. Ouais. Et là, il a fait une enquête. Alors, je veux dire au lecteur de Nexus qu'on va faire un vrai gros beau dossier. Et sur le réchauffement climatique et sur la géo-ingénierie. Alors on en avait déjà fait un dans le numéro 118 que je voulais réactualiser, sur lequel ça fait longtemps, le sujet. 118, hein. Ça fait très très longtemps. Ça fait maintenant, c'était en 2018 je crois. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore d'actualité. Voilà, donc on va y travailler à quatre mains avec un ingénieur. Et là, c'est édifiant. Alors, juste pour préciser, donc, pour commencer, avant de lancer la vidéo, ce que vous allez entendre dans les médias mainstream, c'est que c'est un phénomène météorologique naturel qui s'appelle la gota fria, la goutte froide, qui est un phénomène météorologique qui existe, qui se produit tous les mois de novembre en Méditerranée. En fait, c'est parce que toute la chaleur accumulée de l'été sur l'océan Atlantique et la Méditerranée va monter dans la haute atmosphère, où il y a un courant polaire qui s'appelle le courant jet polaire qui fait le tour de la Terre, qui vont se rencontrer
créer, et ça va créer un espèce d'état dépressionnaire très froid où en gros cette vapeur d'eau va rencontrer, va y avoir un choc de température, ça va devenir très froid, et l'eau va s'abattre en inondation. Alors il se trouve qu'il y a déjà eu un phénomène de goutte froide en Espagne il y a 2 semaines, et que là ils nous disent, là c'est la goutte froide du siècle, sauf qu'en fait c'est pas que la gota fria, c'est autre chose. Et on va vous le montrer avec cette vidéo là. C'est absolument édifiant. Alors je te demande de mettre sans son à partir de 11 secondes. Alors, et en grand écran si possible. Tac. Ouais, 10 et 11. Voilà. Alors, donc ça, c'est le ciel qu'on voit le matin, des nuages qui se chargent. Donc là, on est au sud de l'Espagne, on n'est pas dans la région de Valencia, parce que tout se passe au sud de l'Espagne, entre le sud de l'Espagne, Gibraltar et le Maroc, où il y a des nuages très chelous qui vont se former et qui ensuite vont être déplacés contre le sens du vent. Ça, vous allez le voir bientôt, et que c'est très très bizarre. Tu peux regarder à 0,59 secondes. 0,59. Voilà, donc là on a une carte de l'Espagne avec des vents. On voit pas le sens des vents. Bon, voilà, alors, ok. Là on a un tourbillon qui va dans le sens anti-horaire, alors que les vents vont dans l'autre sens. Il y a un moment dans la vidéo où on voit le sens des vents. Les vents ils vont vers le sud-est. Voilà, on le voit. Là les vents ils vont vers le sud-est. Et en fait, ils vont de l'autre côté. Et en fait, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose ici. Donc là, vous voyez le détroit de Gibraltar. Ouais. Et vous allez voir qu'il y a un nouvel élément qui apparaît au niveau de Cadiz. Ici, là, le rond rouge, pardon. En fait, vous allez voir apparaître une ligne d'onde, en fait, d'onde atmosphérique qui va apparaître, qui est liée à ce radar qui se situe dans cette zone-là. On va le voir mieux après. Mais ça, c'est un radar, donc officiellement un radar de l'air de défense, défense aérienne. Donc c'est militaire. Mais c'est militaire, voilà. Regardez ces bandes bleues qui apparaissent. Donc ça, c'est une modification des ondes ça apparaît au milieu de nulle part, comme qui ça. apparaissent au milieu de nulle part. Et donc tout ça se passe entre mardi et mercredi. Et qui vont repousser ces nuages qu'on voit là dans une espèce de bande. Et ensuite, il va se passer quelque chose au-dessus du Maroc pour créer... En fait, vous allez voir trois points de géo-ingénierie. Cadiz, l'Atlantique et le Maroc. Alors attends, je reprends mes notes. Donc en fait, voilà. Donc, il y a des radars et de la géo-ingénierie à 3 niveaux différents. Donc Cadiz, l'Atlantique et le Maroc. Voilà, le Maroc, vous le voyez. Est-ce que vous voyez ces nuages bizarres formés par des ondes ? Alors, il faut savoir que c'est très, très officiel. Moi, je l'ai lu dans de nombreux médias. Le nuage ensemence, le Maroc, pardon, ensemence des nuages. Oui. Et ils l'ont fait cette année énormément. Ils l'ont fait il y a plus de 70 fois. Il y a plein d'États qui le disent officiellement. Ouais, la Chine, officiellement, la Russie, etc. La France, même les agriculteurs sont obligés d'avoir Oui. Non, mais ça, en fait, c'est très officiel. C'est un secret polichinelle. C'est un secret polichinelle. La géo-ingénierie, les gens, les amis qui nous écoutaient, c'est un truc très, très officiel. Et regardez ce qui se passe. Donc ça, c'est quelques heures avant l'inondation. Il y a un troisième trait qui apparaît. Donc je dis mes pauses. Donc je répète, il y a 3 zones d'ingénierie. Il y a Cadiz, donc au-dessus de Gibraltar, l'Atlantique et le Maroc, où paf, en fait, ça va retourner, ça va faire s'agglomérer des nuages et retourner tout le système dépressionnaire vers Valence. Avance un peu la vidéo. Ouais. Donc, nuages formés par onde, par Atlantique, tout ça en vue. Alors, va à 3 minutes 46. 3,46. Donc il y a ça qui se ferme. Une coïncidence très bizarre, mes pauses. Coïncidence très bizarre, c'est que le radar météo de l'agence météorologique espagnole qui s'appelle l'AEMET dans la région de Murcia-Valencia ne marche plus. Ah. Panne. Il y a une panne lundi qui fait qu'en fait on n'est pas capable, d'anticiper ce phénomène. Alors il se trouve parce que voilà, là on en vient dans l'aspect politique du phénomène. Ouais. C'est que il se trouve que l'AEMET, donc l'agence météorologique espagnole, elle aurait alerté le gouvernement espagnol qui n'a pas répondu, qui n'a pas répondu à l'alerte et qui surtout n'a pas alerté les populations. C'est-à-dire que la vigilance orange, elle a été parce qu'ils se sont tous laissés surprendre. Ils sont tous laissés surprendre. On voit des gens dans des voitures les unes sur les autres. Et autre chose, la Météo France avait également alerté l'État espagnol la semaine dernière
pas la semaine dernière, mais quelques jours avant, Ouais. quant à ce phénomène-là, on savait qu'il allait y avoir un phénomène de goutte froide, mais là, en gros, la géo-ingénierie a fait en sorte que ce soit beaucoup plus virulent. Et ce qui agace énormément les Espagnols aujourd'hui, c'est de la géo-ingénierie. Cette ville, Valence, doit faire partie des futures smart cities. Intéressant. Commentaire de Marisa. Ok. Déo. Merci Marisa pour cette information que je n'avais pas. Les camarades espagnols que j'ai sont très très mécontents parce que aussi l'armée espagnole a mis 3 jours à se mobiliser, alors que, et moi j'ai le communiqué de presse d'une des factions de l'armée espagnole, l'armée espagnole a envoyé un communiqué dans lequel elle disait mais nous en fait on était prêts à intervenir dès le premier jour et on n'a pas eu l'autorisation d'intervenir. Je voudrais c'est un communiqué que tu as oui, vu où que j'ai vu sur Telegram. C'est un communiqué très. Il faudrait pouvoir vérifier son origine parce que c'est du lourd. Ça me rappelle un peu autre chose, mais comme ces militaires à côté du Bataclan qui avaient interdiction d'intervenir, ces militaires de Sentinelle. C'est vrai à vérifier parce qu'un communiqué de presse de l'armée espagnole qui dit machin, c'est vrai que c'est bizarre. C'est intéressant à creuser. Ensuite, 6 minutes 58. 6. Ouais, il y a un son. Oui, ça sort de ton ordi. Bah non, c'est pas de mon ordi ça. Non, pardon, c'est mon portable. Pardon, c'est ton portable. C'est mon portable. Alors, 6 minutes, combien 6 minutes 58. 6,58. Merci en tout cas pour ce boulot que tu as pu faire assez rapidement. C'est rendons à César ce qui est à César. Et c'est ça, c'est Nausée Morgane. D'avoir pu regarder cette vidéo en espagnol, moi je comprends rien. Donc, il se trouve que j'ai fait mon Erasmus en Espagne. C'est pour ça que je suis aussi très touché par ce qui s'est passé. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe le matin même. Ah ouais. La veille. Oui, c'est chelou. Vous voyez ces nuages bizarres qui se forment. Alors déjà, je fais pause parce que ce voile laiteux, ces traînées persistantes, c'est que de l'eau, c'est que de l'eau. C'est du chemtrail. C'est des chemtrails. Petite, vas-y, mais plain parce que ça dure encore un peu longtemps. Moi, je sais que dans le nord de l'Espagne, en Catalogne, on voit beaucoup de chemtrails, mais vraiment beaucoup, avec des ciels voilés sur la Catalogne très très régulièrement. Et ces petits nuages lenticulaires, en fait, faut expliquer. Alors, HARP est sûrement dépassé par de nouvelles technologies. On a connu HARP. C'est qu'en fait, de concentrer de l'énergie à un point particulier dans l'atmosphère va permettre de créer des zones de chaleur. 9,46. 9,46. Alors, 9,46. Bon, alors ça, c'est des chemtrails qu'on voit en Espagne, mais ils sont très très bizarres ceux-là. Même les avions sont bizarres. Voilà, ce serait officiellement des contrails, condensation trail. Voilà, et ensuite, alors là, tu peux remettre le son, s'il te plaît. Alors, ça m'a beaucoup touché. À partir de maintenant ? À partir de 10 minutes 38. 10,38. Là, c'est pour que vous vous rendiez compte de l'étendue des dégâts, ce que ça a causé. Alors, si je voudrais rajouter quelque chose que j'ai oublié, c'est que aussi, ce qui a favorisé cette catastrophe, c'est que tous les barrages ont été minutieusement détruits cette dernière décennie. En fait, toute la région de Valence, il y avait des barrages qui contenaient l'eau. Et bien là, il n'y a pas eu de contention d'eau. L'eau n'a pas été contenue. Tous les barrages ont été détruits. Et du coup, ça s'est engouffré. Comme ça, en un rien de temps, parce qu'on disait donc entre 300 et 500 litres par mètre carré. Donc ça arrive à la taille. Mais t'imagines toute cette eau qui, en très peu de temps, se compte, parce que c'est des gorges, Valence, tu vois. Enfin, c'est semi-montagneux, qui se rassemblent comme ça d'un seul coup dans des couloirs, des corridors étroits. Ça crée ce qu'on va voir là à 10 minutes 38, les vidéos de la catastrophe. Il parle d'un attentat terroriste et il dit qu'il faut, il appelle à découvrir la vérité. Et il finit par force et honneur. Alors, donc là, c'est à droite, à gauche, on voit une expérience de nucléation de nuages. Je trouve ça très intéressant. À gauche. Ouais. Voilà, là, la création, on est capable de créer des ouragans comme ça. Alors désolé, je sais que t'aimes pas la musique. Oui, voilà. Cette musique un peu hollywoodienne, anxiogène, mais je comprends aussi, c'est terrible ce qu'on voit. Moi, ça m'a soulevé le cœur de voir ça. Il y a des images âme sensible. Regardez pas les prochaines images parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont dures. Ah là, tu peux strictement rien faire. Hein. Ah là, ça paraît rien comme ça vu d'en haut. Non, mais c'est. Regarde-moi ça. Putain, Regarde-moi c'est ça. un délire. Ah non, mais c'est absolument terrible ce qu'ils ont vécu. Regarde le pont.
Ah ouais. Ouais. Regarde. Un humain dans l'eau. Ah ouais, bah là, va nager là-dedans. Putain. C'est... J'avais pas vu toutes ces images. Ouais, non, mais c'est la plus grande catastrophe de l'Espagne je me rendais pas depuis compte. la guerre civile. Combien de morts à peu près officiellement? Je sais pas, tu m'as dit. Aujourd'hui 205, dernier bilan de cet après-midi, là, il a son montée. Donc ça c'est une jeune fille qui dit je suis accrochée à une plante, c'est la seule chose que j'ai trouvée, il n'y a rien autour de moi. Il n'y a rien. Putain, au moins les plantes elles sont solides. Hein. Waouh, ouais, c'est terrible. Et plus l'artificialisation. Alors là, on entend le président des États-Unis, Johnson, en 62, qui explique qu'on va maîtriser la couverture nuageuse de la planète. Et qu'en maîtrisant cette couverture nuageuse, on va contrôler le climat, et en contrôlant le climat, on contrôlera le monde. Évidemment, qui contrôle le climat contrôle tout. Voilà, tu fais pause. Ensuite, il y a autre chose c'est que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que l'Espagne, en fait la géo-ingénierie c'est finalement quelque chose d'extrêmement officiel. L'Espagne a signé en 1979 un accord avec l'Organisation météorologique mondiale d'expérimentation scientifique de la géo-ingénierie en Espagne qui consistait en un ensemencement des nuages. Donc en fait c'est quelque chose qui est vieux, cette géo-ingénierie. Bien sûr. L'Espagne, comme sans doute comme la France, mais je pense que l'Espagne a peut-être un savoir-faire particulier en la matière. En tout cas, expérimente ces technologies depuis longtemps. Et évidemment, ça sert quelque chose. Ça sert tout le discours sur le réchauffement climatique. Évidemment. Parce que évidemment on va dire en fait ça c'est lié au réchauffement climatique, ça ce qu'on a vu en Espagne ce n'est pas lié au réchauffement climatique. Ce n'est pas lié au réchauffement climatique. C'est quelque chose qui a été absolument créé. C'est lié au dérèglement climatique qui est déréglé par ces technologies-là. Voilà, par ces technologies-là. Entre autres. Et c'est ça qui était... Et d'ailleurs, moi j'ai participé à 2 colloques officiels en France avec très peu de battage médiatique, mais où il y avait le premier colloque en 2013, les représentants du ministère de la Recherche français à l'époque, qui étaient là avec des géo-ingénieurs français, Olivier Boucher d'ailleurs, qui est un des grands pontes de la solution de géo-ingénierie par les épandages, entre autres, qui était là à nous expliquer qu'en ensemençant les nuages, on allait pouvoir réduire augmenter l'albédo et donc réduire les températures. Parce que c'est ça leur fil rouge. C'est qu'en fait, alimenter le discours catastrophiste va permettre d'arriver très très vite à une situation d'urgence qui va leur permettre de déployer les solutions qu'ils veulent pour essayer de baisser les températures. Voilà. Problème, réaction, solution, ça a toujours été leur leitmotiv. Et là, en Espagne, il y a un espèce de regain. La population va dire, mais là maintenant, il faut vite faire quelque chose pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là, ça peut donner libre cours à des mesures coercitives extrêmement violentes. Et sous couvert d'urgence, les gens accepteront tout et les politiques accepteront tout parce qu'ils ne comprendront rien. Et je me réfère à cette chercheuse courageuse de l'époque qui était là, chercheuse du CNRS, Amy Dahan, qui a d'ailleurs fait des vidéos aussi. D'ailleurs, il y en a un qui était dans DataGull. DataGull, c'est une chaîne YouTube. Elle avait fait une vidéo avec eux pour parler de ce que je vais vous expliquer là. C'est-à-dire que ces solutions d'épandage pour augmenter l'albédo, si tant est que ce soit prouvé que ça fonctionne, parce que, alors déjà, il faudrait prouver qu'il y a vraiment augmentation des températures. Ensuite, il faut expliquer prouver scientifiquement, qu'en en ensemençant l'atmosphère avec du barium, du strontium, du soufre, etc., ça va vraiment permettre de baisser la température. Pourquoi ? Parce que oui, ça renvoie plus de rayons lumineux vers l'espace, ok. Par contre, le soir, il y a un forçage radiatif qui augmente les températures. Donc, ça s'équilibre. Et même parfois, ça le dépasse. Et elle explique même que si on l'arrête, la température va être rattrapée et dépassée par rapport à si on n'avait rien fait. D'accord. Et elle expliquait ça scientifiquement. Donc, c'est Amy Dahan du CNRS qui disait attention, si on met le doigt dans l'engrenage, on ne s'arrêtera plus. Parce que si on s'arrête, là par contre, c'est pire. Et donc, ils sont en train de mettre des sommes importantes. Il y a des sommes importantes qui sont investies dans le privé. Je pense à la Fondation Gates qui avait financé le projet Scopex aux États-Unis dans une université américaine qui a été avorté, certes, mais qui avait pour but de faire des recherches là-dessus. Mais c'est Bill Gates qui veut foutre du sulfate de calcium dans la haute atmosphère et comme Matrix, quoi. C'est la même logique, c'est-à-dire augmenter l'albédo, entre guillemets, j'ai envie de dire, les amis,
peignez tous les toits en blanc si vous voulez. Bah, ça coûtera moins cher, ça sera moins toxique parce que tous les produits là, il y a un autre géo-ingénieur aux États-Unis, donc leur Olivier Boucher à eux, il s'appelle David Keith, Keith. Et lui, dans les années 2000, à la fin des années 2000, c'était le ponte de ce sujet-là. Donc ce sont des géo-ingénieurs, c'est des entrepreneurs de l'ingénierie du climat. Souvent climatologues de formation, qui font leurs petits modèles comme ça mathématiques. Ils sont sur des ordis, ils vont te prouver que ça marche. Mais alors, il faut les croire sur parole. Et à une question d'une des personnes en public qui était de « Mais quid de l'impact sur la santé humaine ?» Parce que ce que vous mettez à 4000 mètres, c'est à 4000 mètres. Hein. Donc ça redescend. Ça met à peu près 2-3 ans à redescendre. Le cycle de l'air, etc. Donc ça reste longtemps, ça met quelques années à redescendre à ce qu'on respire, ce qu'il y a tout là-haut à 4000 mètres. Mec, oui, bon, il faut voir, il faut faire encore des recherches. Ouais, ce qu'il ne voulait pas dire, c'est que ce qui est tout là-haut, c'est métaux, c'est nanoparticules métalliques, on va les respirer. Et on doit se poser la question avec ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'eux sont en train de préparer des colloques internationaux pour parler de ça. Ils en ont parlé pendant la COP21. Moi, j'y étais, donc c'était en 2015. On avait fait un sujet aussi dans Nexus pour en parler. Et en 2018... En octobre 2018, j'avais été à un colloque en partenariat avec le CNRS et l'université de Rennes, qui était intitulé INGI Law, Engineering et Law, la loi et la géo-ingénierie. Et était présent sur place, donc notre fameux Olivier Boucher, Ami Dahan, qui était là aussi, la seule un petit peu, qui était là pour contrebalancer, et des juristes. Et de quoi ont-ils parlé pendant 2 jours, du matin au soir, et ils m'ont même interdit alors parce qu'ils ont moi j'ai enregistré la conférence, ça leur a pas plu. Il m'a dit non, on refuse. Je dis pourquoi ? C'est public. Oui, mais non, on refuse. J'ai dû signer un papier de décharge, etc. Un jour ou l'autre, je diffuserai ces images. Ouais, j'ai publié dans le Nexus de novembre-décembre 2018 quelques informations qui ont été partagées dans ces 2 jours de colloque. Et ils se sont amusés à parler de quelles sont les conséquences juridiques en cas d'utilisation de la géo-ingénierie et de conséquences sur les pays frontaliers. Bah oui, parce que si on utilise de la géo-ingénierie et qu'on dérègle le climat à notre avantage sur notre territoire, si on veut la pluie, le beau temps pour l'agriculture, le militaire, etc. Malheureusement, les nuages, ils n'ont pas de frontières. Il n'y a pas de frontières dans les conséquences climatiques. Et si on provoque une catastrophe, exactement comme on vient de voir là, qui est responsable ? Qui paye ? Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de parler comme solution ? De quoi étaient-ils en train de parler ? D'une gouvernance mondiale probable pour pouvoir gérer ces conflits-là. Et étaient posées les premières bases d'un édifice d'une gouvernance mondiale pour pouvoir... Mais je pense que le climat mondial, effectivement, c'est le genre de problématique qui peut rendre nécessaire la mise en place d'une gouvernance mondiale. Et c'est pour ça que le réchauffement climatique est mis en avant. Alors, on va vous proposer un grand article alors je sais pas le prochain numéro, je pense, mais peut-être celui d'après. On va faire un gros dossier sur le réchauffement climatique et la géo-ingénierie, parce que non, les amis, le réchauffement climatique n'est pas aussi peu engendré par le CO2. Il y a un réchauffement climatique léger, qui n'est pas catastrophique dans l'échelle humaine, mais il y a eu des époques beaucoup plus froides, où il y a eu beaucoup plus de CO2. Donc on va étudier tout ça, le CO2. Il y a des climatologues qui étaient dissidents du GIEC et qui expliquaient que selon eux, c'était plutôt le CO2 qui était le CO2. L'augmentation des températures était précurseur de l'augmentation du CO2. Exactement. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. C'est l'augmentation des températures. En fait, c'est logique. Il fait plus chaud, les plantes respirent plus, les corps respirent plus, il y a plus de CO2. Et ça se passe d'autant plus dans les océans. Donc en fait, il y a d'abord une augmentation de la température et ensuite une augmentation du CO2. Donc les courbes sont inverses. Et puis voilà. Mais le CO2 est un composant naturel de la vie, extrêmement important. Il faut savoir qu'à l'époque, aujourd'hui en fait, on est dans une atmosphère avec très peu de CO2. Très peu de CO2 par rapport. Il y a eu des cycles géologiques. Il y a eu des moments où il y avait énormément de CO2, où on avait des arbres géants. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une atmosphère pauvre en CO2, et ce qui témoigne de ça, c'est le gazon, par exemple, qui est un truc qui consomme très peu de CO2. Et en fait, on aurait besoin en vrai, pour une nature beaucoup plus luxuriante, on aurait besoin de beaucoup plus de CO2. Ça ne déréglerait absolument pas le climat. Et moi, je me demande s'ils sont pas en train de
tuer la vie en voulant aller vers un truc en mode de zéro parce que CO2, la logique, quoi. si on voulait vraiment aller là-dedans, il y a trop de CO2, il faut planter des arbres, les amis. Ouais, Vous voulez réguler la arbres. température, vous voulez aider la biodiversité, etc. Il faut planter des milliards d'arbres. Ouais, planter Faut des arbres. y aller, Vraiment. ça coûtera moins cher et ce sera Ouais. beaucoup plus bénéfique. Pourquoi c'est pas fait? Ouais. Ça, c'est de la géo-ingénierie positive Ouais, et tout à fait. intelligente. Personne n'en parle. Forcément, il n'y a pas de brevet à foutre sur une plantation d'arbres. Il n'y a pas d'argent à se faire. Et on voit aussi les circuits de l'argent. Et c'est là aussi, moi, c'est un de mes plus grands regrets et plus grandes frustrations, mais on continuera autant que possible de bosser là-dessus. C'est qu'il y a un énorme boulot d'enquête à continuer sur ce sujet de la géo-ingénierie, sur le circuit de l'argent qu'il y a entre les brevets, les universitaires, les politiques, les géo-ingénieurs, etc. Il y a des choses à enquêter encore. Et malheureusement, c'est un boulot de 6 mois, 1 an à temps plein de une ou deux personnes, voire plus, pour vraiment aller nous faire un vrai sujet là-dessus. Moi, malheureusement, à Nexus, on n'a pas encore ces moyens-là. Donc, voilà, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est en parler par-ci, par-là, comme on le fait là, dans des articles. Je vous réfère vraiment au 118. Mais voilà, pour l'instant... Écoute, on va essayer de faire un beau dossier, en tout cas. On compte sur Renaud. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous pouvez nous soutenir, parce que c'est aussi grâce à cette revue-là qu'on peut continuer ces enquêtes et ce travail. N'hésitez pas. Si je peux me permettre un dernier petit message, je voudrais vraiment avoir une pensée à nos amis espagnols. Toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, on fête les morts, mais on va surtout fêter fêter la paix des âmes et voilà, et le respect, la tendresse pour tous ces gens qui ont perdu des proches dans quelque chose qui est en fait un attentat terroriste. Merci pour cette pensée et je te rejoins aussi. J'espère que s'il y a ceux dans le chat, si vous avez des gens qui vous connaissez déjà en Espagne et tout, j'espère en tout cas de tout cœur que il n'y a rien de grave qui vous soit arrivé. De toute façon, entre ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe là en Espagne je pense que l'agenda là, il est en train de ça s'accélère. Ça s'accélère. Mais il faut justement garder j'allais dire le cap du mental, tu vois, la foi, l'énergie, l'orienter au maximum, sur du positif. Mais il faut dénoncer, mais il faut aussi avoir une posture qui n'est pas anxiogène. C'est ce qui est difficile, c'est aussi ce qu'on veut faire à travers cette